aujourd'hui, on n'ira pas dans des choses très techniques. On va rester plus dans des généralités, si je peux dire. Mais on a essayé d'identifier une ligne de réflexion pour vous basée sur différentes recherches qu'on a faites et notre expérience pour vous amener un point de vue qui est un... Vous allez voir. Vous allez voir. Donc, François, tu peux passer à la prochaine. Donc, qui sommes-nous? François et moi, aujourd'hui, représentons Cyber Québec. C'est un centre collégial de transfert de technologie qui est dédié à la cybersécurité. C'est un centre qui est assez jeune. Il a été fondé en juin 2018. Donc, on travaille encore très, très fort à développer nos activités. Présentement, nous sommes une dizaine d'employés, incluant la direction du centre et l'administration. Si vous voyez les collaborateurs qu'on remercie en bas et vous comptez moi et François, vous pouvez voir qu'à peu près tout le monde a participé à la présentation d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup aux collaborateurs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un centre collégial de transfert de technologie, ce sont des centres qui relèvent du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui sont dédiés à l'innovation technologique et sociale et son implantation et sa diffusion, son transfert vers des entreprises et des organismes. Présentement, il y en a 59 qui sont en activité au Québec, répartis dans 15 régions, et ils touchent des thèmes très, très, très variés. Donc, il y a un répertoire sur le site web du réseau Synchronex qui les regroupe tous ensemble, mais ils ont tous des mandats communs qui sont les 4 qui sont ici en bas. Donc, tous les CCTT ont des mandats d'aide technique. Ils doivent aider sur des aspects techniques des entreprises et des organismes. Il y a un aspect de formation, donner des cours. Ils sont affiliés ou associés à des cégeps. Dans notre cas, c'est le cégep de l'Outaouais. Ils ont aussi des mandats de recherche appliquée, donc développer des recherches indépendantes, un programme de recherche indépendante, puis aussi de l'information générale dédiée au grand public, à la relève, etc. En particulier, Cyber Québec, qui est dédié à la cybersécurité. Donc, on a un grand volet qui est l'aide technique. Donc, c'est la cybersécurité en général. Nous sommes, il faut le dire, nous sommes des généralistes. Donc, on ne peut pas se spécialiser de manière très, très pointue. On peut avoir des demandes générales d'entreprises ou de groupes de recherche qui veulent collaborer avec nous. Donc, on travaille beaucoup à apprendre des choses et essayer de voir comment elles s'inscrivent bien dans un contexte d'aide technique, par exemple. Donc, on va parler de cybersécurité générale, d'analyse de risque, des tests d'intrusion, de la revue de code informatique, de la révision, de l'analyse de standards et de conformité par rapport à la cybersécurité. On a une plateforme d'expérimentation et d'enseignement qu'on appelle un Cyber Range, où les deux, on peut s'organiser dans des situations réelles, virtualiser des réseaux. Puis d'un côté, il y a des gens, on appelle souvent ça le Blue Team, Red Team. Il y en a un qui essaie de protéger l'infrastructure, l'autre l'attaque, puis on essaie de déployer des nouvelles méthodes, des nouvelles technologies à l'intérieur de ça. Du hardening, où on essaie d'améliorer la sécurité en général de quelque chose qui est déjà en place. Puis une veille technologique, on s'intéresse à peu près à tout ce qui peut toucher la cybersécurité aujourd'hui et demain. Ça inclut les méthodes de cryptographie, l'informatique quantique qu'on suit de côté là, un peu pour voir ça s'en va où exactement, puis quand il va falloir vraiment s'en soucier plus sérieusement de notre côté. On a un volet de recherche appliquée aussi qui couvre la cyberdéfense des organisations. On est impliqué présentement aussi dans des projets d'identité numérique. C'est un sujet quand même très chaud. L'Internet des objets et le dernier, l'intelligence artificielle qui nous amène ici aujourd'hui. On a dans le passé fait plusieurs ateliers de formation et d'information. Ce qu'on fait aujourd'hui, le webinaire, tombe dans ce mandat-là. Donc, je peux poursuivre avec une petite présentation de c'est quoi la cybersécurité? Parce qu'aujourd'hui, on vous parle des défis et enjeux de l'intelligence artificielle et la cybersécurité, une combinaison des deux finalement.
Mais avant, ben, il convient de définir le concept de cybersécurité. Alors, la cybersécurité, c'était quoi aller jusqu'à il y a quelques années? Ben, si on recule, par exemple, je ne sais pas, il y a une vingtaine d'années, ce qui peut paraître très loin pour certains d'entre vous, mais quelque chose, des bons souvenirs pour d'autres. La cybersécurité, en fait, les cybermenaces, c'était plus des nuisances que d'autres choses. C'était des attaques qui étaient très bruyantes. On parlait beaucoup de virus informatiques qui ont plus ou moins disparu de nos jours, du moins sous la forme qui existait. Et bon, ça fait probablement sourire certains d'entre vous de voir toute la quantité de fenêtres qui pop dans un Windows 95 ou 98. Quand on était infecté, bien souvent, c'est quelque chose qu'on voyait comme ça. On voyait notre système qui devenait fou, un petit peu hors de contrôle. Il y avait un paquet de processus qui était lancé. C'était bruyant comme attaque et c'était plus une nuisance que d'autres choses. Il y avait entre autres le virus I Love You aussi autour de 1999. Ça avait fait le tour de la planète. Mais les dommages que ça avait causés en termes de pertes financières et tout, c'était somme toute négligeable par rapport aux attaques qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, ben, ça a bien changé parce qu'on fait face à de la cybercriminalité. Ça, c'est une menace constante. Aujourd'hui, on ne parle pas juste de nuisance, on parle de vol d'identité, on parle de vol de propriété intellectuelle, de déni de service. Ça veut dire que j'essaie d'accéder à une ressource informatique ou peu importe. Puis, ben, elle ne répondra pas. Donc, si j'essaie d'accéder à un site web, il ne fonctionne pas. Mais on va voir plus tard que ça peut aller bien au-delà d'un site web. L'univers numérique ne se limite plus à l'informatique traditionnelle. Bon, le piratage, l'espionnage, évidemment, les fraudes fiscales, du terrorisme. Alors, ça peut prendre une envergure assez extraordinaire et ça se fait de façon très discrète. Alors, la majorité des cyberattaques, on ne sera même pas au courant qu'on a été attaqué. Donc, votre ordinateur personnel, par exemple, peut faire partie d'un réseau d'ordinateurs zombies qu'on va appeler un botnet qui peut participer. Donc, votre ordinateur va être complice de cybercrime à votre insu. Donc, c'est le genre de choses qui peut arriver. Les attaques d'aujourd'hui sont beaucoup plus discrètes que ce que c'était autrefois. La cybersécurité, ben, c'est quoi exactement? Essentiellement, c'est quelque chose qui sert à gérer le risque. Le risque, quel risque? C'est le risque associé à une perte de disponibilité, d'intégrité ou de confidentialité de l'information ou des services. Ça peut prendre différentes formes. Par exemple, si on parle de disponibilité, ben, on a vu tout récemment une attaque, une cyberattaque contre un pipeline aux États-Unis. Ça a pour effet que, dans le fond, le service n'est plus disponible. Alors, on ne parle pas juste de disponibilité de l'information. Oui, c'est sûr que d'un point de vue purement cyber, c'est la disponibilité de l'information, les signaux de contrôle essentiellement qui permettent de contrôler le fonctionnement du pipeline, l'approvisionnement en carburant, qui est tout simplement la disponibilité des signaux n'est pas là. Donc, ça a pour effet que la disponibilité du pétrole n'est pas là non plus. Donc, on se ramasse avec des réservoirs d'essence qui sont vides, on se ramasse avec des gens en situation d'urgence qui sont obligés de remplir des sacs pour transporter de l'essence jusqu'à leur véhicule parce que les pompes à essence ne sont plus approvisionnées. Donc, on se ramasse avec des problèmes de société à ce moment-là qui dépassent largement le contexte informatique. Au niveau de l'intégrité, on va parler d'intégrité des données. Donc, la cybersécurité va assurer l'intégrité des données, par exemple, par des algorithmes de cryptographie qui vont faire en sorte que je peux chiffrer l'information que je veux protéger. En gérant les privilèges, les accès aussi sur les différents autres sur un réseau, je vais faire en sorte de protéger également la confidentialité de l'information. Donc, avec la cryptographie va assurer à la fois l'intégrité et la cryptographie assure à la fois l'intégrité et la confidentialité, de l'information. Donc, là, on parle d'information numérique sur des ordinateurs, sauf que la confidentialité, encore là, ça peut aller bien au-delà du système informatique. On a vu récemment la brèche de données aussi, juste les fuites de données chez Desjardins qui ont fait les manchettes en masse. Tout récemment, la fuite de données au ministère de la Famille. Donc, on parle des informations de 500 000 personnes. Bon, certains sites rapportaient 5 000 familles, d'autres rapportaient 500 000 dossiers. Donc, je ne sais pas exactement la vérité se trouve où là-dedans. Mais c'est une quantité massive d'informations personnelles qui a été rendue publique finalement. Donc, c'est les dossiers de parents qui sont en attente d'une place de garderie pour leurs enfants. Il y a de l'information personnelle là-dedans.
Alors, l'impact au niveau de la confidentialité, ce n'est pas juste au niveau des dossiers sur l'ordinateur, c'est rendu maintenant de l'information de monsieur, madame, tout le monde qui est rendu public, qui peut être vendu sur le Darknet pour différents usages. Ça peut être rendu public sur Facebook, des choses comme ça. Qu'est-ce que les gens vont faire avec ça? Ben, c'est là tout le problème. Au niveau de l'intégrité, un autre exemple que je voulais vous donner aussi, récemment, il y a une couple de mois, on a vu une usine de filtration d'eau en Floride qui a été victime d'une cyberattaque. Et là, vous allez voir que les conséquences d'une cyberattaque peuvent être catastrophiques. Et une chance, cette attaque-là a été interrompue au bon moment, c'est que l'attaquant avait pris le contrôle du système qui permet de régler les différents niveaux de produits chimiques qui sont ajoutés dans l'eau. Et ce que l'opérateur a vu au moment de l'attaque, c'est que l'attaquant est en train de monter justement les produits chimiques à un niveau de toxicité qui aurait pu être mortel. Donc, l'impact, si cette attaque-là n'avait pas été bloquée au bon moment, ben, ça aurait pu tuer des gens qui s'abreuvent de cette source d'eau-là. Alors, la cybersécurité, c'est plus juste une nuisance sur l'ordinateur, c'est vraiment une question de sécurité nationale, c'est vraiment une question qui touche des enjeux de société qui sont beaucoup plus larges que l'informatique. Parce qu'en fait, on vit dans un monde qui est essentiellement numérique de nos jours. Ce qui nous amène à l'intelligence artificielle, je vais laisser la parole à Charles pour cette partie-là. Oui, ben là, dans le fond, ce qu'on fait, on vous définit un peu les deux séparément. Cybersécurité d'un côté, ce dont François vient de discuter, puis l'intelligence artificielle d'un autre. Puis tout de suite après, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on les mélange ensemble. Ça fait un mélange qui peut être assez explosif pour le bien ou pour le moins bien. Donc, à gauche, vous avez un schéma là, qui représente une perspective très classique, je dirais académique de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, vous êtes sûrement déjà au fait de ça, je ne vous apprends rien. L'idée, c'est d'amener des machines, des ordinateurs, des systèmes informatiques à être capables de réfléchir par eux-mêmes, prendre des décisions assez complexes dans des contextes, des fois, qui sont vraiment nouveaux. De nos jours, ça s'incarne, en tout cas actuellement, ça s'incarne surtout par ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, qui s'appelle aussi l'apprentissage statistique, un terme que j'aime bien parce que ça représente vraiment bien qu'est-ce qui est fait derrière, en fait. Bon, puis en anglais, machine learning, qui est surtout le terme qu'on utilise généralement. Et à l'intérieur de ça, du machine learning, il y a l'apprentissage profond, le deep learning, qui est une sous-catégorie de l'apprentissage automatique. Mais si on va à droite, puis on met ça dans un contexte plus de déploiement, d'utilisation industrielle et commerciale, et d'une perspective de cybersécurité, c'est vraiment pas juste les algorithmes, la performance des algorithmes d'apprentissage automatique qui sont, disons, utiles ou auxquels il faut porter attention. Il y a toute une série d'outils et de technologies qui sont impliquées dans le développement, dans le déploiement de l'intelligence artificielle. Donc, il y a du big data, il faut aller chercher les données quelque part, il faut les transférer, il faut les stocker, il faut qu'elles soient accessibles rapidement. Il y a tous des enjeux technologiques associés aux données elles-mêmes, comment on les gère, comment on les analyse, comment on apprend de ces données-là. Là, on parle plus du data mining, qu'est-ce qu'on en retire de ces données-là pour éventuellement arriver vraiment à l'intelligence artificielle, le machine learning. Donc, d'une perspective de cybersécurité, il faut considérer toutes ces technologies-là, toutes leurs failles possibles. Il faut essayer de les comprendre le mieux possible, chacune, séparément et ensemble pour vraiment arriver à une perspective juste. Exactement. Ce qui nous amène à parler de la combinaison, en fait, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Et là, on va voir qu'il y a une interdépendance entre les deux. Donc, l'intelligence artificielle aide grandement la cybersécurité et réciproquement. La cybersécurité est nécessaire à l'intelligence artificielle dans une certaine mesure. Donc, évidemment, la cybersécurité, il y a des enjeux d'un point de vue défensif et d'un point de vue offensif. On parle de cybersécurité, sauf qu'en fait, les cyberattaques vont utiliser exactement des concepts similaires, parfois opposés, mais ça reste de la même nature que les concepts utilisés pour la cyberdéfense. Donc, d'un point de vue défensif, ce que l'intelligence artificielle va apporter à la cybersécurité, ça va permettre, entre autres, une analyse des cybermenaces.
Donc, les cybermenaces, c'est tout l'environnement qui entoure une organisation. Des rapports de cybermenaces peuvent être disponibles de différentes compagnies. Je pense entre autres à FireEye, Mandiant, qui vont offrir des rapports de cybermenaces. Donc, on va savoir, par exemple, quel genre d'acteurs malicieux vont cibler mon secteur d'activité. À travers ces rapports-là, on va savoir aussi quel genre d'incident qui est arrivé dans les entreprises similaires à celles dont je suis chargé d'assurer la défense. Donc, avec ça, ben, on peut mieux se préparer. Donc, avec une meilleure analyse des cybermenaces, on peut en arriver à une prévision des cyberattaques. Bon, évidemment, ça demande une analyse d'un volume extrêmement important de données. Les rapports de cybermenaces, il y en a des dizaines de milliers par jour qui sont publiés à travers le monde, et même pour un secteur d'activité spécifique. Donc, à ce moment-là, pour prévoir les attaques, il va falloir faire une corrélation entre ces rapports-là et l'information que je vais être capable de trouver sur mon propre réseau que je dois défendre. Par exemple, toute l'information qui provient de la journalisation, les journaux d'événements sur les différents postes de travail, sur les différents serveurs. J'ai peut-être des captures de trafic réseau également. Donc, en mettant tout ça ensemble, en faisant un lien avec les cybermenaces, je vais avoir une bonne idée des vulnérabilités présentes sur mon système, des intentions des acteurs malicieux, des techniques qu'ils utilisent, puis je vais avoir une bonne idée au niveau de la prévision des cyberattaques. Et tout ça, c'est rendu possible grâce à trois caractéristiques principales de l'intelligence artificielle qui vont être utilisées là-dedans. C'est la capacité de traiter un très large volume de données. Ça, c'est ce qu'on voit au centre, parce que c'est commun autant au point de vue défensif qu'offensif. Donc, la capacité de traiter un très grand volume de données, la capacité également d'automatiser l'analyse de cette information-là et de faire du profilage. Et le profilage en cyberdéfense va me permettre, entre autres, d'établir ma base de référence. Donc, caractériser c'est quoi le comportement normal de mon réseau. Et ça, c'est la grande question que les analystes en cybersécurité se posent tout le temps, particulièrement sur des réseaux qui ne sont pas du IT traditionnel. Je pense entre autres à des réseaux, des systèmes de contrôle industriel où on va retrouver des protocoles qui diffèrent de TCP/IP. Dans les usines où on va rencontrer, par exemple, du I2C, du CAN bus, des choses comme ça. Ces réseaux-là sont aussi vulnérables à des cyberattaques. Et même si on n'a pas des ordinateurs en bout de ligne, mais qu'on a plutôt des automates programmables ou des choses comme ça, ça reste des technologies numériques qui sont vulnérables à des cyberattaques. Il y a du code qui roule là-dessus, qui peut être exploité à des fins malicieuses. Et c'est des systèmes qui sont très difficiles à défendre pour la bonne et simple raison que déterminer le comportement normal de ça pour ensuite être capable de détecter des anomalies, c'est un travail titanesque si on essaie d'analyser l'information à la main. Donc, l'intelligence artificielle rend ça possible. Et en bout de ligne, ben, tout ça, ça nous mène à une analyse de risque. Donc, une fois qu'on a nos rapports de cybermenaces, qu'on a une prévision des attaques, qu'on a la détection d'anomalies, là, on est capable d'en arriver à une analyse de risque qui est précise. Et l'analyse de risque, je vous parlais de la cybersécurité, ça sert à gérer du risque. Le risque d'une perte d'intégrité, de confidentialité ou de disponibilité de l'information. Donc, quand je vais avoir mon analyse de risque, je vais savoir après ça combien je dois investir en cybersécurité. Puis où je dois investir. Est-ce que c'est nécessaire de protéger tous mes systèmes au même niveau? Probablement pas. J'ai certains systèmes qui sont vulnérables, mais qui ne sont pas exposés à l'extérieur. Donc, la probabilité de succès d'une attaque contre ce système-là est faible ou nulle. Donc, à ce moment-là, je n'investirai peut-être pas autant en cyberdéfense que sur un système qui contient, par exemple, ma propriété intellectuelle et qui doit être accessible à distance parce que mes employés sont en télétravail, vous voyez le genre. Donc, l'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir une analyse de risque précise qui va nous permettre de bien sécuriser notre réseau. Maintenant, d'un point de vue offensif, parce qu'évidemment, les hackers vont utiliser les mêmes méthodes et la même puissance d'intelligence artificielle, mais à des fins malicieuses, ils vont pouvoir plus facilement identifier des cibles potentielles, des vecteurs d'attaque, encore là en utilisant des techniques similaires de profilage puis d'analyse de cybermenaces. La recherche de nouvelles vulnérabilités, ça va être quelque chose d'important aussi. Bon, la recherche de vulnérabilités logicielles pour des cyberattaques, souvent, ça va être fait. Bon, il y a différentes méthodes pour trouver des vulnérabilités logicielles. Ça peut être, par exemple, de la revue de code source. Ça peut être de la rétro-ingénierie. Donc, on va partir, par exemple, du code binaire qu'on va désassembler avec un désassembleur, puis qu'on va, après ça, analyser pour obtenir, on peut faire de l'analyse statique, de l'analyse dynamique pour essayer de trouver des vulnérabilités, des patterns vulnérables dans le code. Maintenant, une fois que j'ai fait mon analyse manuellement, en analysant du code pendant des heures, des jours, des semaines parfois,
pour trouver quelque chose de vulnérable dans du code. La grosse question que je me pose toujours, c'est pas une chanson des Cowboys fringants, la question que je me pose tout le temps, mais la question que je me pose tout le temps, c'est est-ce que ce pattern vulnérable-là pourrait se retrouver ailleurs? Est-ce qu'une fois que j'ai investi tous ces efforts-là pour trouver une nouvelle vulnérabilité dans du code, est-ce que je pourrais avoir une petite victoire rapide en trouvant rapidement si quelque chose d'autre est vulnérable à la même chose? Et le gros problème qu'on a, c'est que je ne peux pas faire un scan statique avec des outils traditionnels pour trouver cette réponse-là. Parce que même si le code vulnérable provient, par exemple, d'une librairie open source, prenons le cas, par exemple, de Zlib, qui est la librairie qui est utilisée par à peu près toutes les applications qui vont utiliser de la compression de données. Zlib, dépendamment dans quelle application qu'elle a été linkée, ça ne passera pas par le même compilateur. Alors, si on n'utilise pas le même compilateur, il y a des chances que le code exécutable qui va être généré ne soit pas le même. À ce moment-là, oui, la fonctionnalité va être la même, le comportement va être le même, la vulnérabilité risque d'être exploitable pareil, dépendamment des cas. Mais si j'essaie tout simplement d'utiliser, par exemple, des logiciels d'analyse statique qui vont essayer de trouver un match dans le code des assemblées ou dans le code source, pas dans le code source, mais dans le code des assemblées, il y a des bonnes chances que je ne le trouve pas. Alors que l'intelligence artificielle va être capable d'analyser une grande quantité de données, d'analyser le comportement de ce code-là pour dire oui, ce code-là correspond au code vulnérable que tu as précédemment identifié. À ce moment-là, on va être en mesure, d'un point de vue défensif, de mieux se protéger, mais d'un point de vue offensif, le potentiel est phénoménal parce que le temps que j'ai investi pour hacker une cible, là, j'ai accès à un paquet d'autres cibles maintenant que je sais qu'ils sont vulnérables à la même attaque. On va parler de camouflage numérique aussi, puis on va voir les techniques un petit peu plus tard dans la présentation. Le camouflage numérique, c'est que, étant donné que l'intelligence artificielle m'a permis de faire du profilage sur mon réseau, m'a permis de déterminer c'est quoi le comportement normal, je vais être capable d'utiliser une attaque qui va passer dans le trafic normal. Alors, je devrais être bon pour éviter certains systèmes de détection, certains antivirus. Je vais générer des événements dans les journaux d'événements qui ne veilleront pas de soupçon chez les administrateurs réseau parce que ça a l'air du trafic normal, tout simplement. Et finalement, ça va me permettre une exploitation qui est plus efficace. Donc, je vais pouvoir exploiter plus facilement, plus rapidement, un plus grand nombre de cibles d'une façon beaucoup plus discrète. Donc, ça fait le tour pas mal. Et tout ça, dans le fond, c'est grâce à trois caractéristiques principales, trois choses principales que l'intelligence artificielle va m'apporter, qui est la capacité d'analyser un gros volume de données, d'automatiser mon analyse et de faire du profilage. Maintenant, le volume de données, il y a deux aspects à ça. C'est que oui, l'intelligence artificielle me permet d'analyser un plus grand volume de données, mais l'intelligence artificielle requiert aussi un plus grand volume de données. Si je n'ai pas suffisamment de données pour entraîner mon intelligence artificielle, les résultats que je vais en obtenir ne seront probablement pas satisfaisants. Donc, ça marche dans les deux sens. Ça me permet d'analyser un plus grand volume de données, mais ça nécessite aussi un plus grand volume de données, ce qui peut entraîner éventuellement une course aux données. Donc, on va avoir des gens d'un point de vue défensif qui vont avoir besoin de beaucoup de données pour envoyer à l'AI, pour être capable à l'intelligence artificielle, pardon, AI, c'est l'acronyme en anglais. Donc, on va avoir besoin de capturer un gros volume de données. Et du point de vue offensif, ce volume de données-là, on va le prendre où? On va probablement essayer de le voler à nos cibles potentielles. Ça peut provenir de l'ingénierie sociale, par exemple. Ça peut provenir des fameuses fuites de données qu'on va voir chez Desjardins, au ministère de la Famille, ces choses-là. Ils servent à quoi, ces données-là, ultimement? Ils servent probablement à entraîner des systèmes d'intelligence artificielle qui vont être utilisés à différentes fins et certainement à des fins malicieuses, éventuellement. Ce qui nous amène à des techniques, justement, qui sont utilisées par l'intelligence artificielle, et je vais laisser Charles vous en parler. Merci. On aurait pu choisir des exemples. Je pense que Femi Jaffar, au prochain webinaire, va présenter certaines méthodes. On n'est pas allé dans le pointu. On a essayé d'aller chercher des cas d'exemple un peu gros pour montrer jusqu'où ça peut aller essentiellement. Donc, ici, on a pris l'exemple de Deep Exploit. Deep Exploit, essentiellement, vous imaginez, il y a des gens qui ont entraîné des réseaux de neurones
en apprentissage profond pour jouer à des jeux vidéo. Pac-Man, bon, vous avez tous entendu parler de ça. Dans ce cas-ci, Deep Exploit, l'idée, c'est de prendre un réseau de neurones profond avec de l'apprentissage par renforcement, pas pour apprendre à jouer à un jeu vidéo, à jouer à Minecraft, mais plutôt pour lui apprendre à utiliser un logiciel de piratage. Ben, quand on est du côté défensif, c'est pour faire des tests d'intrusion, donc c'est très utile du côté défensif. Quand c'est pour essayer de rentrer dans un système d'une manière illégale, on parle de piratage. Donc, la ligne entre les deux est assez mince, c'est le même outil. Donc, Metasploit, c'est un outil déjà d'automatisation d'une certaine façon. C'est une banque de données assez importante de vulnérabilités qui existent. On peut chercher, par exemple, telle ou telle version de logiciel, puis voir s'il a une vulnérabilité ou non. Et si c'était juste ça, ça irait encore bien. Mais c'est que généralement, il y a aussi des exemples d'exploitation malicieuse de ces vulnérabilités-là. Donc, l'idée, c'est de prendre le système Deep Exploit d'intelligence artificielle, le brancher sur une machine vulnérable sur laquelle on connaît déjà les vulnérabilités, une grande quantité, essentiellement quelque chose qui est une passoire, puis on le laisse aller. Il s'entraîne à pirater l'ordinateur. Puis à un certain moment, on prend Deep Exploit, puis on change la cible, on l'envoie sur des systèmes inconnus. Puis automatiquement, il va faire par lui-même une ronde de reconnaissance. Il va identifier les ports qui sont ouverts, les logiciels qui roulent, les logiciels et les services qui roulent sur certains ports. Il va identifier des vulnérabilités possibles à partir des versions de logiciels. Il va essayer de les exploiter, c'est-à-dire que lui-même, automatiquement, va essayer de pénétrer dans l'ordinateur ou un autre système. Puis, il va générer un rapport. Il va nous écrire, voici, j'ai fait ça, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche pas, etc. Donc, d'une manière automatique, avec une ligne de commande, l'outil est en Python, c'est assez simple. On fournit l'adresse IP, on lance ça, une fois qu'il a été entraîné, on lance ça, puis au bout de, ça peut prendre des minutes, ça peut prendre des heures, ça dépend du système lui-même, mais on se retrouve à avoir fort probablement accès des droits d'administration sur l'ordinateur, sur le système qui a été visé. Et avec des droits d'administrateur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut injecter, on peut agir manuellement, bien sûr, mais encore de manière plus intéressante, on peut injecter un virus qui serait intelligent, par exemple. Oui, bien, un virus intelligent. C'est une belle introduction à Deep Locker. Donc, Deep Locker, ça serait un très, très bel exemple. En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est quelque chose justement qui permet le camouflage numérique. C'est Deep Locker, il va permettre un déploiement discret sur une multitude de machines. La façon que le cryptage est fait sur ce type de malware-là, ce type de maliciel-là, la façon que le cryptage est fait, en fait, va permettre d'éviter à peu près toutes les mesures de détection. Et on va pouvoir le déployer facilement, rapidement sur une multitude d'autres, en fait, de serveurs, de postes de travail. Et il va se déclencher selon certains paramètres qui peuvent être, par exemple, des paramètres biométriques d'un individu. Alors, au moment où il va reconnaître un visage, au moment où il va reconnaître, je ne sais pas moi, un certain mot de passe, une certaine image, ou quelqu'un qui va insérer une smart card ou des choses comme ça. Donc, on peut sélectionner le déclencheur comme on veut. Ça peut être pratiquement n'importe quoi, le déclencheur. Moi, j'aime beaucoup l'idée des paramètres biométriques parce qu'à ce moment-là, avec les paramètres biométriques, je peux cibler un individu et non un système. Donc, par exemple, dans un réseau d'ambassades, si je veux hacker un ambassadeur en particulier, je sais qu'il va se connecter un jour ou l'autre sur son compte, qu'il va avoir accès à des données auxquelles moi aussi je vais avoir accès. À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est tout simplement infecter l'ensemble du réseau sur lequel il peut potentiellement se connecter. Et au moment où il va se connecter, ben, il va avoir une activation intelligente du payload
qui va permettre à ce moment-là de prendre le contrôle, de capturer les données, prendre le contrôle du flot d'exécution, faire n'importe quoi. Donc, c'est quelque chose d'assez... c'est du genre de James Bond du numérique, dans le fond. Une infiltration très discrète à déclenchement sur des paramètres qui peuvent être n'importe quoi, incluant du biométrique. C'est fabuleux. Donc, on est rendu là. Il y a des choses un petit peu plus simples encore au niveau de l'intelligence artificielle en cybersécurité. Donc, si on vous ramène à quelque chose d'un petit peu plus concret, probablement une des premières utilisations de l'intelligence artificielle au niveau de la cybersécurité, c'était au niveau des filtres de spam. Ça, Charles, voudrais-tu en parler un peu? Absolument. Bon, on a pris le fil de spam. Ça aurait pu être d'autres situations. Ça aurait pu être un scan réseau pour essayer d'identifier du trafic, un système de surveillance réseau. Mais le fil de spam, je pense que c'est un cas, tout le monde connaît ça. On les utilise tous les jours. En fait, ils fonctionnent tout le temps, puis on ne s'en rend pas toujours compte. Donc, on peut dire que c'est une histoire à succès de l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins défensives. Mais ce sont des systèmes qui ont quand même des limites, puis ils sont encore améliorés de jour en jour. Donc, l'information qu'on a mis là, ça se base essentiellement sur le standard de Spam Assassin qui est utilisé surtout au niveau des serveurs. Mais avant, quelques petites informations. Le spam, on parle de 50 à 75 du trafic de courriel. Donc, c'est une nuisance, mais on réussit quand même à vivre avec. Dans les faits, au quotidien, le volume de courriel légitime que je reçois est plus une nuisance, des fois, des grosses journées de travail, que le courriel lui-même. Mais il reste que le spam, ce sont des vecteurs de transmission. C'est un vecteur de transmission et surtout d'hameçonnage. Et l'hameçonnage, présentement, c'est vraiment le fléau. On ne parle pas d'hyper-technologie. On parle juste de choses brillamment conçues, des gens qui comprennent qu'est-ce qui va faire cliquer le monde sur quoi, puis exploiter ça. Mais il reste que 50 à 75 du trafic de courriel, on parle de stress non négligeable sur les systèmes informatiques. Puis, ben, ça a des impacts financiers inévitablement, là. Les systèmes, ils transfèrent tout plein de trafic qui est inutile, qui est nuisible. Puis, ça a des impacts aussi environnementaux. Donc, les fils de spam, c'est vraiment, vraiment très, très utile. Mais l'intelligence artificielle n'arrive pas comme outil de base. Souvent, si on se base sur Spam Assassin, c'est une combinaison d'outils. Par exemple, si je sais que, par exemple, dans ma boîte de courriel, je reçois un courriel d'une personne que je ne veux pas qu'elle m'écrive, ben, je clique dessus, je fais un filtre, puis je dis, cette personne-là, je ne veux pas recevoir ses courriels, envoie-la vers le spam. Donc, localement, je mets une règle rigide. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. C'est une liste de personnes que j'ai bloquées. Ça demeure, ici, j'ai un taux de succès de 100% pour ces gens-là, pour ces adresses-là que j'ai bloquées. Ça reste la méthode la plus efficace. Mais dans certaines situations, c'est un petit peu plus flou, surtout que les gens vont essayer d'utiliser des adresses courriels qui vont usurper l'identité de quelqu'un. Donc, à un moment donné, il faut aller regarder plus en détail qu'est-ce que j'ai comme information dans l'entête des courriels. Le courriel est passé par où? Jusqu'à un point où je vais essayer d'analyser le contenu du courriel. Puis là, à ce moment-là, je tombe dans un domaine qui touche définitivement l'intelligence artificielle et qui est très complexe, qui est le traitement naturel du langage. Essayer de comprendre, d'un point de vue informatique, qu'est-ce qui est dit, quel message est véhiculé dans du texte, quelle est l'intention de la personne qui a écrit ce message-là. Donc, généralement, pour un fil de spam, comme on a dit, qui fonctionne très, très bien, il va y avoir tout plein de techniques, incluant des techniques d'intelligence artificielle, machine learning, qui vont agir en parallèle. Si mon truc de machine learning dit que ce n'est pas du spam, mais que moi, j'ai bloqué, j'ai mis l'adresse dans une blacklist, ben, il ne faut pas que ça passe. Hein? Donc, il va y avoir plusieurs systèmes en parallèle qui vont voter, puis c'est vraiment pas nécessairement la majorité, mais ils vont avoir un poids, puis éventuellement, ça va être la décision concertée de ces systèmes-là qui va prendre une décision.
Mais une façon de contourner ces systèmes-là, ça va être de mettre un message dans une image. Puis là, à ce moment-là, j'ai définitivement besoin d'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance d'images. Là, je tombe dans le deep learning. Mais ça amène d'autres situations pas si évidentes. François, tu peux passer à la prochaine. Oui, pardon. Donc, les filtres à spam fonctionnent très bien, mais ça reste, si je veux faire des analogies de COVID, là, je sais que personne n'a envie de rire avec ça, mais on a dans le fond un médicament qui traite les effets du spam. On peut vivre au quotidien avec le spam. Les filtres permettent d'enlever cette nuisance-là. Mais on ne réussit pas à résoudre le problème qui est la génération de ce spam-là. C'est la portée des filtres, autant on parle de succès, autant on voit ses limites. Bon, évidemment, ce n'est pas fini. Il y a beaucoup de recherches encore sur ce genre de technologie-là. Du côté offensif, c'est sûr que les gens essaient de contourner les règles le plus possible. On a parlé d'injecter des images, de mettre une image plutôt qu'un message écrit qui rend le traitement beaucoup plus difficile. Il va y avoir le profilage des filtres, comment ils fonctionnent. Évidemment, quand on a des standards open source comme Spam Assassin, on peut aller vraiment voir le code, essayer de comprendre comment il fonctionne, ce qui permet de vraiment faire un profilage du filtre. Puis aussi, une tendance qui est quand même assez forte, c'est d'essayer de jouer directement dans les données d'apprentissage, ce qu'on appelle l'empoisonnement des données, pour essayer d'amener des billets ou une forme de camouflage. Je noie, j'envoie tellement de données qu'à un moment donné, je dévie le système de son objectif principal, puis ça permet certaines choses de passer. D'un point de vue défensif, c'est sûr que l'intelligence artificielle, ça s'en va présentement plus vers le deep learning, pour la reconnaissance dans les images, puis aussi des méthodes d'apprentissage continu. Au-delà de la blacklist où je clique, mais quand je clique droit puis je dis ça, c'est du spam, mon courriel rentre dans un algorithme puis il vient populer une liste ou il vient populer le noyau même du réseau de neurones qui fait le tri. Je rentre ces données-là au fur et à mesure. Donc, mais quand on parle d'image, évidemment, François, tu peux passer à la prochaine. Oui, certainement. Quand on parle d'image, on parle aussi de manipulation de cette information-là. Donc, on peut mettre une image, mais l'apprentissage automatique en apprentissage profond est rendu assez loin pour réussir à combiner des images puis faire des faux qui sont très, très, très convaincants. Donc, il y a possibilité de manipuler l'information, mais surtout de lui donner un caractère légitime. Évidemment qu'il est frauduleux, ce ne sont pas de vraies images, mais c'est tellement convaincant que quelqu'un qui aborde ça rapidement, il y croit vraiment. Il y croit vraiment. Et là, pour faire le parallèle avec la cybersécurité, en fait, l'exemple d'un deepfake, ce serait une perte d'intégrité au niveau de l'information. Donc, entre autres, on parle peut-être aussi de la disponibilité du message original, sauf que clairement, il y a une perte d'intégrité. C'est le message qu'on entend de la bouche de la personne qu'on voit, c'était pas ça du tout, en fait. Probablement que cette personne n'a jamais formulé ces mots-là. Donc, l'intégrité du message a été compromise. Ce qui nous amène, dans le fond, puis ça, c'est drôle parce que, tu sais, juste pour revenir un petit peu sur je vais peut-être revenir à la précédente, juste pour rajouter un petit commentaire qui m'a popé dans la tête tantôt. Point de vue défensif, on parlait d'apprentissage continu pour les filtres à spam. Puis oui, c'est sûr que c'est une solution, mais c'est aussi une arme à deux tranchants, hein, parce que si mon système apprend en continu, c'est trop facile d'y faire apprendre des choses qui n'ont juste pas d'allure. Donc, on peut truquer l'intelligence artificielle de cette façon-là. On peut polluer les données qui vont servir à l'entraîner jusqu'à temps qu'à un moment donné, elle ne fera plus du tout sa job d'un point de vue défensif. Donc, on va pouvoir passer n'importe quoi. Je prends juste l'exemple du chatbot de Microsoft. Donc, c'est une femme virtuelle qui dialoguait avec des internautes sur Internet et elle a été complètement lancée comme ça sur les médias sociaux.
Puis ils se sont dit, bon, le chatbot va apprendre directement avec les internautes. Sauf que ça n'a pas été très long que le chatbot s'est mis à utiliser un langage complètement inapproprié, un langage ordurier. Le chatbot s'est mis à insulter les gens parce que l'intelligence artificielle a tout simplement déterminé que c'était ça le comportement normal. Puis c'était pas vrai. Parce que dans ce cas-là, les données étaient truquées en ce sens que les gens qui dialoguaient avec ont volontairement voulu tester les limites du système en insultant le chatbot, en disant des insanités, dans le fond, pour voir comment le système réagirait. Donc, le système a été entraîné avec des données qui n'étaient pas représentatives de ce que c'est vraiment sur les médias sociaux. Donc, c'est un des défis et enjeux de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle en cybersécurité, c'est qu'il faut assurer non seulement la disponibilité des données qui vont servir à entraîner l'intelligence artificielle, mais également l'intégrité de ces données-là. Parce que si on entraîne l'intelligence artificielle avec des données qui ne sont pas fiables, ben forcément, les résultats ne seront pas fiables. En anglais, on dit garbage in, garbage out. Ce qui nous amène à toute la question d'éthique des données puis l'évolution du cadre légal. Parce qu'on peut faire pas mal ce qu'on veut avec l'intelligence artificielle. On a vu que ça a un pouvoir qui est phénoménal. Donc, les capacités d'intelligence artificielle à ce stade-ci sont pratiquement infinies. On peut analyser les quantités phénoménales de données, autant pour le bien que pour le mal, à des fins défensives ou offensives. Ce qui a mené justement les gens à se poser la question, mais mon Dieu, qui a le contrôle là-dessus? Bien, ultimement, l'éthique et la morale de la personne qui contrôle l'intelligence artificielle, c'est pas mal ça qui va déterminer les limites de ce que l'intelligence artificielle est prête à faire. Et l'éthique et la morale, bien, malheureusement, c'est deux concepts qui sont extrêmement élastiques. Ça dépend comment ça paye. Et c'est des concepts aussi qui sont extrêmement relatifs d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un contexte sociopolitique, géopolitique à un autre, d'une période à une autre. Donc, si vous, il y a des actions que je pourrais prendre à certains moments que je ne prendrais pas à d'autres moments. Alors, imaginez d'un individu à l'autre provenant d'une culture différente. Donc, ils se sont dit non, 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 il faut encadrer ça. Alors, c'est pour ça qu'il y a des nouvelles législations en Europe présentement par rapport à ça pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle parce que beaucoup d'experts dans le domaine estiment que le pouvoir d'intelligence artificielle doit être contrôlé de la même façon que l'énergie nucléaire. Qui peut être utilisé à la fois pour le bien et pour le mal. Donc, il y a un gros pourcentage de la production électrique dans le monde qui est faite grâce au nucléaire. Par contre, le nucléaire aussi, bien, on a vu à plusieurs reprises, au moins 2 fois, Hiroshima et Nagasaki, que oui, ça peut tuer les gens. Donc, il faut encadrer tout ça. Il faut encadrer l'utilisation de ça. Et la Déclaration de Montréal, justement, c'est une déclaration qui prône une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Ils sont assez lousses sur leur définition de responsable. Il y en a qui vont beaucoup plus loin que ça. Il y a des groupes présentement, notamment en Grande-Bretagne, qui font pression auprès des Nations unies carrément pour interdire l'utilisation d'intelligence artificielle à des fins militaires ou l'interdiction, par exemple, de produire des véhicules autonomes dans le domaine militaire ou des armes autonomes, par exemple. Parce que oui, ça se fait aussi. Au niveau de la protection de la vie privée, ça, il y a déjà beaucoup de lois qui sont en place. Il y a déjà beaucoup de travail qui est fait. Donc, ben, ça a quelque chose de bon, sauf que l'utilisation ultimement qu'on va faire de l'intelligence artificielle, ben, il y a une grosse question morale, une grosse question éthique autour de ça. Et bon, on est rendu assez avancé dans l'intelligence artificielle. Alors, ceux qui pensent des fois des films de science-fiction comme Terminator, des choses comme ça, non, 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 franchement, c'est du n'importe quoi, c'est du Hollywood. Ben, quand on regarde les robots présentement voyons, c'est quelle compagnie? J'ai un blanc, Charles. C'est des robots de... Boston Robotics. Exactement, merci. Donc, ces robots-là, justement, ils dansent au son de la musique. On voit qu'ils ont une agilité absolument extraordinaire. D'ailleurs, chapeau aux ingénieurs mécaniques qui ont travaillé là-dessus. Mais l'intelligence artificielle qui va être capable, justement, de contrôler l'asservissement de tous ces moteurs-là, c'est du phénoménal là, parce que la quantité de capteurs, la quantité d'informations qui doit être analysée en temps réel pour être capable d'avoir la bonne réponse est quand même remarquable. Donc, on est capable d'avoir des robots comme ça qui ont une agilité absolument extraordinaire et qui suivent la musique, puis qui ont l'air même à la limite d'avoir du plaisir. Je vous rassure, l'intelligence artificielle, du moins à ce jour, n'a pas vraiment d'émotion. Ce qui est un petit peu dangereux, par exemple, parce que l'intelligence artificielle est psychopathe. Donc, si on s'y fie, par exemple, pour des systèmes d'armement, on a un problème.
Ça, le petit dessin qu'il y a là, c'est pas de la science-fiction, c'est un véhicule qui existe pour vrai. Donc, c'est un petit véhicule sur chenille qui est autonome, contrôlé par l'intelligence artificielle et qui est équipé de ce qu'on appelle un RWS, un Remote Weapon Station. Donc, c'est essentiellement un système d'armement contrôlé par l'intelligence artificielle. Normalement, ce système-là, il peut être contrôlé par un opérateur qui a un petit joystick, qui a un petit panneau de contrôle, qui voit les images qui sont captées par les différentes caméras sur ce véhicule-là. Et l'opérateur peut lui-même décider de tirer telle ou telle cible. Par contre, ce véhicule-là, il a la capacité d'être 100% autonome aussi. Donc, je pourrais, par exemple, lui donner une photo d'un individu dont je veux me débarrasser, qui peut correspondre à un individu qu'on a catégorisé comme terroriste ou peu importe, ou une menace à la sécurité nationale. Et ce petit robot-là va se promener et quand il va voir la personne qui est sur la photo, ben, il va tout simplement cibler et tirer. Ce qui est un petit peu dangereux. Il y a une grosse question morale derrière tout ça. Ultimement, bon, qui a commis le crime? Mais c'est surtout que si un soldat a pour mission de neutraliser une cible, le soldat, c'est sûr, il va obéir aux ordres, il va effectuer sa mission, il va essayer de neutraliser la cible dans la mesure du possible. Sauf que s'il voit qu'il y a un enfant en avant de sa cible au moment de tirer, ben, il va s'abstenir parce qu'il y a quand même une certaine conscience, il y a des sentiments, il y a une certaine morale. Le robot n'a pas ça. L'intelligence artificielle est complètement psychopathe, comme je disais. Donc, les dommages collatéraux qui peuvent être causés, ben, probablement que c'est quelque chose qui dépasserait la morale humaine. Ce qui a fait dire, puis le problème, c'est que l'intelligence artificielle, ça s'en vient de plus en plus dans le domaine militaire. Et il y a un article sur Radio-Canada qui a été écrit justement en 2020 qui disait que l'ampleur des dégâts pourrait être sans limite si on combine l'intelligence artificielle avec des instruments militaires comme ça. Sauf que là, on n'est plus dans les hypothèses, là. Ça existe pour vrai. On est rendu là. Et Bob Work, secrétaire adjoint à la défense américaine à l'époque, qui avait dit l'intelligence artificielle est appelée à changer la nature même de la guerre. Oui, vous vous rappelez, je vous parlais plutôt d'analyse de risque d'un point de vue défensif qui peut être faite grâce à l'intelligence artificielle. Bien, les décisions en temps de guerre sont prises exactement sur le même principe. On analyse une grosse quantité de données pour en arriver à une décision qui va ultimement résulter potentiellement des pertes de vie humaines. Donc, si ces décisions-là sont prises par l'intelligence artificielle et qu'après ça, on envoie des robots autonomes pour aller exécuter la mission, on vient de sortir l'humain de l'équation ou à peu près. Là. Et Vladimir Poutine, justement, président russe, a dit la nation qui sera en avance sur l'intelligence artificielle contrôlera le monde. Et c'est vrai du point de vue militaire, c'est vrai du point de vue économique. Et c'est pour ça d'ailleurs que des innovateurs comme par exemple Elon Musk, qui est le fondateur de SpaceX, de Tesla, il a aussi investi massivement dans OpenAI, le gros projet d'intelligence artificielle duquel Microsoft est également partenaire. Et ça rend l'intelligence artificielle accessible à peu près à n'importe quelle entreprise qui voudrait l'utiliser à peu près à n'importe quelle fin. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut utiliser cette puissance gigantesque-là. S'il n'est pas encadré, ben, on peut se ramasser avec quelque chose de potentiellement catastrophique. Ce qui a fait dire d'ailleurs à Stephen Hawking que le succès de l'intelligence artificielle, ça peut être le plus gros événement historique de notre civilisation, de l'histoire de notre civilisation, ou ça peut être le meilleur ou le pire. On ne le sait pas. Parce que l'intelligence artificielle ça peut nous aider infiniment. L'intelligence artificielle peut tout simplement décider de nous ignorer ou de nous anéantir. Ça, Stephen Hawking a déclaré ça pendant le Web Summit Technology qui se passait à Lisbonne, au Portugal. Et donc, quand on combine évidemment l'intelligence artificielle avec des robots agiles, comme on a vu de Boston Robotics, avec des applications militaires, ben, écoutez, il y a lieu de se poser la question à un moment donné, est-ce que ça, c'est réellement de la science-fiction? Ben, c'est vers là qu'on se dirige. Il y a toute une question à se poser à ce niveau-là. Je vous laisse là-dessus.